Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Après les élections législatives de 2019 et les communales et municipales de 2020 jugées non inclusives, les législatives de 2023 s'annoncent comme les premières élections ouvertes sous la rupture et c'est en tout cas le vœu de la classe politique béninoise pour la décrispation de la tension politique. En lice donc pour ces élections, les partis de l'opposition voudront s'assurer de l'impartialité de la Commission électorale nationale autonome, c'est la nouvelle version. Absente du Parlement, 8e législature, l'opposition envisage justement faire son grand retour à l'hémicycle en 2023. Quels seront les pièges à éviter par le PRD de Maître Adrien Oumbédi, Mouel Béné de Jacques Ayadi, les démocrates de Éric Ondété? On en parle dans un instant. La crise russo-ukrainienne ne sera pas du reste de cette émission. Et déjà sur ce plateau pour en parler, deux hommes. À ma gauche, j'ai David Kaba, il est journaliste, expert en décentralisation. David, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. À ma droite, j'ai Charles Jossou, il est juriste, consultant. Charles, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Je le disais à l'entame de mon propos, la Sénat, nouvelle formule que dirige Saka Lafia, a été installée au lendemain des élections auxquelles plusieurs partis n'ont pas pris part. Or, des 5 membres, seul le parti FCBE, se réclamant de l'opposition, est représenté. Si cela n'empêche pas des membres de ce parti de nourrir des appréhensions quant à l'impartialité de la Sénat, qui d'alors des partis, les démocrates, le PRD et Mouel Béné. David Kaba, quelle appréciation, quelle appréhension vous avez de cette Sénat nouvelle version? Oui, je crois que c'est une Sénat qui a beaucoup de défis à relever parce que 3 élections à l'aide de la rupture, les 3 élections n'ont pas été la grande joie habituelle que nous avons connue à l'occasion de ces échéances électorales dans notre pays. Je crois que, surtout après les dernières élections législatives et communales et même présidentielles auxquelles nous avons assisté, nous avons vu des cas de fraude où des gens seuls étaient tentés d'estampiller plusieurs bulletins, des bulletins de vote, des gens qui, à visage découvert, couraient avec des urnes, des audios qui ont circulé sur la toile, bien sûr, des audios qui ont circulé, où des personnalités politiques connues ont donné des instructions par rapport à ceci ou à cela. Du coup, dans toute cette bouillabaisse, il n'y a que la nouvelle Sénat a beaucoup de responsabilités, a beaucoup de défis, surtout en termes de transparence. Là se pose véritablement le plus grand défi à mon niveau. Et je pense que tout à l'heure, à l'occasion des débats, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur. Charles Jossou, vous, face à cette Sénat nouvelle version, quelle est votre appréhension par rapport à cette Sénat-là? Oui, je crois que c'est une Sénat qui a vraiment de défis à relever au regard de ce qui s'est passé lors des dernières élections. Et je pense que le défi est d'autant plus grand encore parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont là. Et donc les nouvelles têtes qui composent la nouvelle Sénat doivent pouvoir démontrer qu'ils sont d'abord capables de faire mieux que les anciens et aussi qu'ils pourront vraiment rester totalement impartiaux par rapport à ce qui sera organisé. Donc je pense que le défi est très grand et on les attend dessus. En ce qui concerne la composition, je pense que ce n'est pas tout à fait mauvais pour l'opposition parce que nous avons un membre qui est là et qui peut jouer parce qu'ils sont 5. Et donc, lui peut être déterminant dans la prise de décision au niveau de cette structure. Voilà, il peut être déterminant dans la prise de décision de cette structure, mais comparativement à la Sénat qu'a dirigé Emmanuel Tando, mais cette Sénat également, je pense qu'a relevé des défis au cours des dernières élections que nous avons assistées sous le régime de Patrice Talon. Avec Emmanuel Tando, nous avons entendu parler de faute mineure et cette expression est restée dans l'esprit de tous les Béninois.
parce que il s'est agi, entre autres observations, d'une forme de deux poids deux mesures, où c'était l'arbitre Tiando qui prenait des positions qui n'étaient pas appréciées de tous. Donc, la deuxième chose aussi, c'est de pouvoir assurer ces élections véritablement inclusives. Et donc, cela dit, c'est de travailler à ce que le maximum de partis politiques qui se sont conformés aux différentes réformes puissent véritablement participer à ces élections-là. Parce que presque toutes les élections qui sont déroulées ont été taxées d'être exclusives en raison de cela. Je crois que cela fait partie aussi du deuxième grand défi que cette Sénat remodelé, renouvelé, aura affronté dans les jours à venir. Exclusive, est-ce que ce n'est pas parce que les formations politiques de l'opposition n'ont pas respecté le nouveau code électoral, n'ont pas voulu se conformer à la nouvelle charte des partis politiques? Il y en a qui n'ont pas voulu se conformer, tel que Restaurer l'Espoir, qui lui, le parti d'Azanaï, a dit « Nous, on ne veut pas être comptable de ce tripatouillage des lois pour favoriser les uns au détriment des autres. » Là, c'était une position bien connue. Mais pour les autres, notamment pour les démocrates, qui, eux, ont exprimé le désir de pouvoir véritablement participer à ces élections et qui, par ailleurs, à l'occasion de la campagne du président Patrice Talon, avaient rassuré de ce qu'il travaillerait personnellement à ce que ce parti puisse être représenté et participe à ces élections-là. Malheureusement, nous avons vu comment le scénario s'est terminé et il faudrait travailler à ce que ces situations-là ne se répètent pas. Nous savons que le Parti des démocrates a quand même à son niveau mené toutes les démarches, fait tous les efforts pour effectivement se présenter à ces élections, malheureusement. Cela fait partie du défi de cette nouvelle Sénat, de faire participer tous les partis politiques à cette grande fête que nous avons connue, puisque c'est une fête des élections au Bénin. Justement, depuis l'arrivée de Patrice Talon, je pense que les élections ont perdu leur caractère festif, parce que 2019, nous avons connu des émeutes. 2020, nous avons vu des campagnes qui ont été vraiment froides, où tout s'est passé dans l'ambiance ordinaire, quotidienne. Et puis, voilà, il faut que ce soit des choses qui soient vraiment changées. D'accord. Monsieur Charles Djossou, la bataille des 10%, justement, sera rude sur le terrain pour les formations politiques, quand on sait désormais que la réforme du système partisan et le nouveau code électoral, désormais, obligent les partis politiques à avoir les candidats dans chaque circonscription électorale. Oui, effectivement, ça sera rude. Et je pense que c'est aussi un défi pour les partis de l'opposition, voilà. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus... Si en 2019, beaucoup de choses leur avaient été reprochées, je crois qu'aujourd'hui, on ne devait plus pouvoir assister à tout ce qui leur avait été reproché, notamment le fait que des gens s'inscrivent sur plusieurs listes. Voilà, ça leur avait été reproché, et très fatal d'ailleurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition ne doivent pas seulement se cramponner à la mobilisation, mais déjà travailler au respect des tests. C'est important, parce que ce que j'observe sur le terrain déjà, c'est la mobilisation. Depuis décembre dernier, tous les partis s'organisent. Mais est-ce que du point de vue dépôt des dossiers, on a déjà commencé par se préparer? Parce que la loi a tout défini. Et il faut donc s'inscrire dans la logique de la loi. On a beau dire que les tests ne sont pas bien qu'on appelle rédigés, mais ce sont les tests qui ont été validés et donc qui sont appliqués. Alors il faut se conformer à ces tests et je pense que c'est la première des choses à faire plutôt que de commencer par circuler de ville en ville pour faire les mobilisations. Il faut s'assurer que vraiment on est en règle vis-à-vis des tests. Voilà, vous approuvez une idée de votre vis-à-vis? Tout à fait. Il y a eu des conditions pour véritablement se faire inscrire sur la liste des partis qui vont concourir pour les élections. Notamment cette affaire du certificat de conformité, 10%, etc. Nous avons eu même des partis, le ballet citoyen du PLP, qui alors avait dit avoir pris toutes les dispositions pour véritablement être inscrit sur cette liste-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu s'inscrire. Je crois qu'il y a eu suffisamment de temps entre les dernières élections et c'est l'avenir pour que les partis puissent se préparer et du point de vue légal,
avoir véritablement les coudées franches, avoir vraiment toutes les clés pour pouvoir véritablement ouvrir les portes et participer à cette. D'accord. On attend justement de voir ces formations politiques se mettre au pas pour prendre part à ces élections qui se pointent à l'horizon. L'autre défi également, c'est la liste électorale informatisée qui, voilà, est la pièce qui permettra aux usagers, aux citoyens de pouvoir vraiment participer à cette élection-là. Oui, un apurement de cette liste-là est nécessaire, comme à chaque échéance électorale. Et je pense qu'il faut travailler à ce que les morts ne viennent plus voter désormais. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que ça arrive que des gens aillent voter pour des personnes décédées. Et pour cela, le président Sakalafia, qui dirige aujourd'hui l'institution, l'a dit, il faut travailler à ce que les listes soient apurées de la façon la plus transparente que possible. Et donc, ils sont en train de travailler à cela. Il faut limiter les procurations. Et il a en tout cas exprimé un certain nombre d'idées, un certain nombre de pistes de solutions pour que ces scénarios dommageables à tout point de vue ne puissent plus se répéter. Voilà. Et M. Charles Diossou, vous de votre côté, qui est la liste électorale informatisée aujourd'hui, qui doit être actualisée avant ces élections, quelles sont vos attentes par rapport à cette liste-là? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette commission chargée de l'actualisation de la LEI? Mais moi, je crois que la transparence même des élections part de la transparence de cette liste. Et donc, il est important de travailler à ce que nous ayons une liste qui ne soit pas contestée ou très contestée. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sont les hommes qui y travaillent et aucune œuvre même n'est pas faite. Cependant, il faut que l'essentiel soit fait pour que cette liste-là soit vraiment une liste qui répond aux attentes. Une liste qui répond aux attentes. Et M. David Kaba, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de crainte à avoir, surtout quand on sait que les personnes qui sont à l'opérationnel, notamment à la tête du conseil électoral, à la direction générale des élections, sont tous des membres de l'UP et du BR, quand on sait que ces deux formations politiques soutiennent les actions du chef de l'État, Patrice Talon? Oui, votre question est tout à fait pertinente. Je crois que lorsque ces deux camarades qui se mettent sur le terrain pour jouer, il n'y a que, bon, on peut émettre des doutes, mais nous comptons sur leur bonne foi. Nous comptons sur leur bonne foi pour que véritablement ils travaillent à ce que le jeu soit ouvert. Et je pense que le plus important ne se joue pas à ce niveau-là. Pour moi, le plus important ne se joue pas à ce niveau, le plus important est ailleurs, notamment sur le terrain, sur la transparence après, c'est-à-dire à l'occasion, après le vote. Voilà, justement, je voulais en arriver là-bas parce que c'est vrai, les partis politiques auront fait le travail sur le terrain, mais c'est la Sénat qui depuis, arrivé là-bas, quand on sait que ces formations politiques n'ont pas de représentants au sein du conseil électoral, est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'il faut avoir de doutes, qu'il faut craindre un peu? Oui, il y a Sakalafia qui a aussi abordé la question et a répondu aux journalistes pour dire que ce n'est pas la Sénat qui fait ce travail de contrôle-là. Il revient aux partis politiques représentés dans les bureaux de vote de travailler à ce que la transparence ou la surveillance de leurs adversaires politiques puisse se faire dans les règles-là. Et je crois que ça, c'est une belle idée. C'est aux partis politiques de prendre leurs responsabilités et d'ouvrir grand leurs yeux pour pouvoir véritablement intercepter toutes les velléités de fraude sur le terrain. D'accord. L'UP et le BR sont respectivement à la tête du conseil électoral et à la direction générale des élections. Pour vous, est-ce qu'il faut craindre, quand on sait que ces deux formations politiques, justement, comme je venais de le dire, soutiennent le chef de l'État, Patrice Talon? Oui, ici, on doit tenir compte des personnes. Il faut craindre. Mais ici, ça y est des institutions. Et moi, j'ai quand même une certaine foi à ces institutions. Et aussi, si les partis de l'opposition prennent les dispositions qu'il faut et respectent les tests, je crois que ces personnes auront les mains liées, même si on tend la mauvaise foi devait les amener
à tripatouiller les élections. Voilà, vous dites de croire à ces institutions, mais quand on sait que depuis 2016, et toutes ces institutions, ce Patrice Talon est décrié par les citoyens béninois, disent qu'ils sont à la solde, justement, que ces institutions sont à la solde du chef de quelqu'un. Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une Sénat nouvelle version, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Je pense que nous sommes sur le terrain politique et toute personne qui a le pouvoir étatique a besoin d'avoir avec lui les institutions. Et le chef de l'État ne fait que faire ce qu'il doit faire pour pouvoir bien gouverner. C'est aux autres partis politiques de prendre les dispositions qu'il faut pour contrecarrer tout cela. Mais j'ai constaté qu'au Bénin, nous passons plus de temps à juger la personne qu'à faire en sorte de mettre en place des institutions qui puissent répondre vraiment à tout ce que nous avons comme préoccupation. Donc, il faut que les partis de l'opposition puissent dès maintenant commencer par prendre les dispositions pour que même si BR et UP sont à la tête des organisations, qu'ils aient la main liée, de sorte à ne pas pouvoir avoir la marge de manœuvre nécessaire pour faire n'importe quoi. D'accord. David Kaba, et je le disais, les institutions sous Patrice Talon depuis 2016 sont décriées par les citoyens béninois, justement. Aujourd'hui, encore à la Sénat, cette institution chargée de l'organisation des élections, nous avons des têtes de pont, justement des formations politiques qui soutiennent ardemment le chef de l'État. Pour moi, est-ce qu'il ne faut pas quand même craindre le pire? Est-ce qu'il ne faut pas dire, voilà, même après ces élections, on sait, même avant les élections, on sait déjà qui sont ceux qui seront les vainqueurs de ces jeux? C'est généralement ce qui a été dit. La raison pour laquelle le taux d'abstention, quand on regarde la courbe des élections depuis 2019, vraiment, le taux d'abstention ne fait que s'accroître. Et donc, cela ne fait pas honneur au chef de l'État qui se réclame être un démocrate. Et à ce titre, il n'y a que les élections qui arrivent doivent pouvoir rassurer également les citoyens afin que ceux-là se disent, lorsque nous sortons, que notre vote soit véritablement pris en compte dans le comptage dans le compte en tout cas qui est fait par rapport à tel parti politique ou à l'autre. Et donc, que chacun puisse voir son expression, son choix vraiment compter dans l'ensemble, dans le calcul total qui est fait. Et quand les gens se disent, si je vais voter et que mon vote ne sera pas pris en compte ou que mon vote sera travesti, autant rester chez moi. À vous entendre, c'est que vous lancez, c'est une invite à l'endroit du chef de l'État. C'est une invite à l'endroit du chef de l'État qui est en train de faire son second et donc son dernier mandat et qui doit donc sortir par la grande porte en permettant que les choses se passent telles qu'il les a trouvées en venant. D'accord. Espérons justement que l'arène politique, justement, que les élections puissent retrouver leur lettre de noblesse, ces élections qu'on a connues par le passé, des temps festifs, où voilà, et par-ci par-là, c'était de la joie, de l'ambiance partout. Rapidement, une lecture par rapport Oui, M. Chaltosso. Toujours par rapport aux élections, oui. Je voudrais dire que la transparence des élections ne dépend pas seulement des partis politiques. Il y a également les OSC qui sont là et qui doivent également commencer la veille dès maintenant. Nous attendons toujours les derniers jours pour commencer par mettre les systèmes en place, ce qui n'est pas normal. Je crois que dès maintenant, on connaît déjà la date des élections, c'est en janvier. Il faut que dès maintenant, chaque structure puisse déjà commencer le travail pour que ça ne soit pas à la dernière minute qu'on commence par mettre, comme vous l'avez dit, les petits plats dans les grands. Donc les ONG ont un grand rôle à jouer dans la transparence de ces élections. Et effectivement, le chef de l'État, il faut qu'il puisse prendre la mesure des choses et partir tête haute en faisant en sorte que nous ayons des élections vraiment transparentes. Des élections ouvertes surtout. Et inclusives, voilà. Ouais, ouais. Et je rappelle à ce titre qu'il y a une plateforme des OSC qui quand même s'occupe du suivi et du contrôle des élections.
Quand on sait justement ce que les OSC ont subi en 2019, en 2020, en 2021, justement, où les propositions ne sont pas prises en compte, espérons vivement que cette fois-ci, quand même que le cri de cœur, que les propositions soient prises en compte par les institutions étatiques pour quand même que nous assistons à de très belles élections, à des élections transparentes et des élections ouvertes. Mais pour que les propositions soient prises en compte, il faudrait que déjà entre les OSC qui est quand même, comment on appelle, Pas de la même voix. qu'ils parlent de la même voix. On constate parfois qu'entre eux déjà même, il y a des contradictions. Contradictions, à quel niveau il y a des contradictions déjà? Pendant que d'autres dénoncent des actes, d'autres par contre disent que tout va bien. Alors lorsque déjà entre les OSC il y a cette divergence, écoutez, on ne peut qu'assister à ce qu'on a. Donc il faut qu'on ait vraiment des OSC bien organisés qui parlent d'une même voix. Je pense que c'est à partir de là que nous pouvons rêver vraiment d'élections transparentes. D'accord. Rapidement, une lecture des démissions en cascade observées au sein des formations politiques, notamment au sein de la Force Courrier Point Bénin Émergent FCBE, à quelques mois des législatives. D'abord, vous, qu'est-ce qui fait courir ces conseillers et ces élus communaux de cette chapelle politique? Je ne vais pas le dire, je vais passer par 4 chemins pour le dire. Il y a que Paul Moupé n'a pas l'étoffe. Pourquoi vous dites ça? Paul Moupé, c'est quand même le chef de file de l'opposition du bureau. Oui, c'est pas la force des choses qui s'est retrouvé là. Et la preuve qu'il n'était pas à sa place, c'est qu'il y a eu une horde de démissions, il y a une cascade de démissions et sous ses yeux, un peu comme pour contester cette place de chef de file d'opposition qui lui a été donnée. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu depuis sa nomination ou même depuis les élections, un peu tout ce dont il a été taxé. C'était un Judas, c'était ceci, c'était cela. Voilà, on dit même qui a laissé que ces élections avaient été rendues crédibles par sa participation. Donc, je crois que personnellement, vu un peu le charisme de l'homme, sinon qu'on a questionné le charisme de l'homme, et on s'est rendu compte que même dans son fief électoral, véritablement, il ne s'en sort pas. Du coup, il y avait que FCBE qui, quand même, l'héritage du président Boni Yayi, s'était retrouvé à un moment donné vidé de sa coquille avec des militants qui carrément tournaient dos au parti. Je crois que le FCBE était déjà très mal en point. D'accord. Monsieur Charles Diossou, pour vous, la démission de ces élus communaux municipaux, pour vous, est-ce que ces élus pourront trouver l'Eldorado au sein de ces formations politiques désormais où ils s'en vont? Le véritable problème qu'on a au Bénin, c'est que les choix politiques ne sont pas faits en fonction des convictions, mais c'est en fonction des intérêts. Et chaque fois que quelqu'un se trouve quelque part où il voit que son intérêt n'est plus en jeu, il recherche là où il peut avoir son intérêt. Donc si ces personnes ont décidé de partir, je suppose que c'est parce qu'ils ont vu, à tort ou à raison, qu'ils ont un intérêt de l'autre côté qu'ils n'ont plus ici. Et je crois que nous, la jeune génération, doit pouvoir vraiment se démarquer de cette façon de faire. Parce que ce qui doit normalement guider les choix politiques, ça doit être les convictions, ce que nous n'avons pas encore au Bénin. Et l'idéologie. Et d'où je crois que nous devons militer pour le renouvellement de la classe politique au Bénin. Et ça, je l'attends vivement lors de ces législatives. J'espère que beaucoup de ces personnes qui ont déjà fait plusieurs législatures ne reviendront pas et qu'on fera confiance à la jeunesse. Cette chance aux jeunes de prouver de quoi ils sont capables, on espère justement que 2023 également, nous pourrons avoir un renouvellement de la classe politique à l'Assemblée nationale. Oui, mais il ne faut pas attendre cela lorsqu'on voit à l'occasion des dernières universités de vacances du parti PRD, où Adrien Ouedi est plébiscité. Le monsieur tient un discours dans lequel il dit « Je veux déposer le tablier, je veux finalement passer la main ». Et que ce soit lui, les militants qui disent non, ben là il faut se poser des questions. En tout cas, il faut se poser des questions. On va revenir pour faire ce débat sur notre plateau. Je voudrais placer un mot. Je crois que par rapport à ce fait-là,
nous avons trop de ruses dans nos partis politiques. Oui. Et donc, je pense que ce qui s'est passé là, ce n'est qu'une ruse, tout simplement. Parce que si le président même veut partir, il va partir. Ouais. Les militants qui disent non. Si les militants disent non, il trouvera les arguments pour partir et permettre à quelqu'un d'autre de... D'accord, ça c'est le PRD et voilà, c'est une formation politique quand même dirigée par un grand homme, Maître Adrien Oumbédi, qui quand même a de l'expérience en politique, qui est pétri d'expérience en politique. On attend de voir justement quand même ce qui va se passer dans les jours à venir. Rapidement, pour finir cette page, pour tourner cette page politique, dans la 8e circonscription électorale, quelles sont vos attentes pour ces législatives qui se pointent à l'horizon déjà? Oui, c'est déjà de permettre véritablement à tous les partis, surtout aux partis de l'opposition, de pouvoir se positionner, afin que certaines personnes que nous voyons quand même, qui sont en train de faire leur ascension politique sur l'espace territorial, sur l'espace géographique que vous venez de nommer, la 8e, puissent véritablement montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et si on veut voir de quoi est-ce qu'ils sont capables, c'est de permettre déjà que ces gens-là puissent participer à ces élections et qu'on entende leurs arguments, qu'on entende un peu quelle est la vision qu'ils ont, est-ce qu'ils comprennent véritablement les enjeux de ce pourquoi ils sont en train d'aller à l'Assemblée nationale, etc., pour véritablement leur offrir leur chance. D'accord. Monsieur David Charles Djassou, rapidement. Oui, je voudrais, comme à l'entame, d'abord inviter ces partis de l'opposition au niveau de la 8e circonscription électorale à faire en sorte de respecter les tests. C'est d'abord ça. Être représentatif au plan national. C'est vrai qu'on est au niveau de la 8e législature, mais on doit être un parti d'envergure nationale. Et cela suppose qu'il faut avoir des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Il faut qu'ils respectent ces conditions. Il faut qu'une femme au moins soit candidate au niveau de chaque circonscription électorale. Il faut qu'ils respectent également cela. Les 249 millions qu'ils doivent verser, il faut qu'ils soient en mesure de verser ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas seulement parler de la 8e circonscription électorale, c'est toute l'étendue du territoire national qui doit pouvoir être compétitif. Après cela, maintenant, je les invite à vraiment occuper le terrain en travaillant en travaillant avec beaucoup d'entrain pour pouvoir avoir leur place. Parce que c'est trop facile de demander aux autres de permettre au parti de l'opposition de travailler. Voilà justement, l'autre sujet sur ce plateau, c'est la crise russo-ukrainienne. Le jeudi 24 février 2022, justement, Vladimir Poutine a lancé une opération militaire en Ukraine. D'abord, pourquoi ce conflit selon vous? Et quelle en est l'origine concrètement? Oui, je ne pourrais pas dire parce que même les grands experts de ce monde n'arrivent pas à situer les causes véritables de ce conflit. Moi, de ma petite personne, je me dis que c'est une question géopolitique. Et la Russie n'a pas intérêt à ce que l'OTAN s'étende jusqu'à ses portes. Voilà, et donc, puisque l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, cela ne peut pas plaire à la Russie. Cela dit, pour moi, cela ne peut pas justifier ce qui se passe actuellement parce que l'Ukraine est un État indépendant et en tant que tel a normalement le droit de décider de ce qui est de son avenir, ce que la Russie est en train apparemment de refuser. David Kaba, pourquoi la situation s'est aggravée ces derniers mois justement entre la Russie et l'Ukraine? Oui, il faut dire que Poutine a déployé ses espions dans toute l'Europe, voilà, et même aux États-Unis, un peu partout, pour pouvoir espionner ces États-là, c'est-à-dire du point de vue sécuritaire et surtout du point de vue militaire. Nous avons vu Poutine tester son armement, notamment en Syrie, pour voir un peu quelle est sa capacité de nuisance. Et désormais, sûr de cela, il dit l'Ukraine, qui fait partie de l'URSS, justement, ne va pas adhérer à l'OTAN. Pour ne pas que l'OTAN puisse arriver à ses portes, constituer une menace, parce qu'à tout moment, ils peuvent frapper. Non seulement ils sont à côté, ils peuvent davantage espionner, mais surtout ce qui constitue une menace militaire pour la Russie. Alors que Gorbatchev, ex-président de la Russie, avait signé avec Père Bush un traité pour dire
vous pouvez avancer, mais jamais vous n'allez traverser ces lignes rouges-là. Choses qui aujourd'hui sont en train d'être violemment violées par l'Union européenne et l'OTAN, qui ont poussé l'Ukraine dans la merde. Aujourd'hui, nous faisons le 7e jour de la guerre russo-ukrainienne et il y a 2 villes périphériques qui sont déjà tombées aux mains de la Russie. Et Kiev est déjà complètement encerclée. On se demande pourquoi est-ce que Poutine n'a pas encore frappé. Et il y a effectivement un pourparler qui est ouvert en Biélorussie pour pouvoir discuter de la question. Mais là où on ne s'entend pas, il y a que le président ukrainien dit dégager, cesser le feu, dégager, et ensuite on discute. Mais Poutine dit de son côté, ah non, vous voulez obtenir ce que je veux, notamment le refus d'adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne avant que je ne désarme. Et vous justement, que veut la Russie à travers ces émeutes qui ont commencé depuis le 24 février 2022? Non, c'est ce que nous disons, la Russie ne veut pas de l'OTAN à ses portes. Et donc, c'est ce qui explique tout ce qui se passe. C'est vrai que Poutine a avancé la dénazification de l'Ukraine. Un argument que moi, j'ai du mal à approuver parce que je ne vois pas en quoi l'Ukraine est nazifiée, entre griffes. Et encore qu'ils ont un président juif à leur tête. Donc, je crois que le problème est ailleurs et ce problème, c'est une question de géopolitique où il n'est pas question pour l'OTAN d'être aux portes de la Russie. Monsieur Charles Dossou, faut-il craindre une 3e guerre mondiale à travers ces échauffourées entre la Russie et l'Ukraine? La solution pour moi, c'est qu'on risque d'arriver à une 3e guerre mondiale, sinon l'Ukraine disparaît de la carte avec ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine ne va pas s'en sortir indemne de cette situation. Que ce soit qu'il y ait une prochaine guerre où les choses s'arrêtent maintenant, il n'y a que l'Ukraine sera divisée en 2. Il y aura une partie pro-russe et il y aura une partie pro-Union européenne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur le plan économique, la Russie a déjà pris toutes ses dispositions. Est-ce que vous savez qu'il y a un traité économique qui a été signé avec la Chine, qui n'est plus, dont le dollar n'est plus la monnaie qui est utilisée pour les échanges, mais au contraire, c'est la monnaie chinoise qui est utilisée. Donc, pour contourner les sanctions économiques, notamment toutes les institutions bancaires et financières qui sont en train de sanctionner la Russie, ils ont déjà trouvé leur porte de sortie. La Chine est un allié. Et il y a beaucoup d'autres alliés, notamment la Corée du Nord. Ce monsieur Kim Jong-un qui s'amuse avec les missiles n'attend plus que une situation pour pouvoir déclencher quand même ce dont il a rêvé depuis toujours. Nous l'avons vu. C'est in extremis que cela n'est pas arrivé avec Donald Trump, où ils se sont rencontrés à plusieurs occasions pour pouvoir quand même apaiser la situation. On aura l'occasion de... Poutine est un nationaliste. Ex-agent du KGB, espion international. Il sait ce dans quoi il s'engage. Et pour un nationaliste, c'est quand même quelqu'un qui a toujours rêvé de la reconstitution de l'URSS. Et donc, il ne va lésiner sur aucun moyen utiliser les armes bactériologiques, utiliser l'arme nucléaire pour pouvoir véritablement se faire entendre. Pour conclure, c'est pour revenir à ce que a dit mon cher ami Charles, il y a que c'est une guerre géopolitique où des puissances sont en train d'émerger. Ils sont restés longtemps dans l'ombre, notamment la Russie et la Chine, qui, sur beaucoup de théâtres, ont quand même intervenu, ont posé leur veto pour dire, oui, nous sommes d'accord ici, non, nous ne sommes pas d'accord là. Et donc, aujourd'hui, ils s'affichent. La Russie s'affiche, la Chine s'affiche, certaines puissances sont en train de s'afficher. Et donc, nous sommes à un nouvel ordre mondial qui est en train de se décider. 30 secondes pour finir, Charles Dossou. Oui, c'est déplorable ce à quoi nous assistons, mais c'est la politique internationale. Et ce n'est pas n'importe qui s'y aventure. Donc, je crois que ce qui se passe là, ça ne doit pas surprendre ceux-là qui s'y connaissent bien en droit international. Les sanctions que les Occidentaux prennent du point de vue économique, pour moi, ne vont rien changer. Et il a si bien expliqué, la Russie a pris toutes ses dispositions avant de commencer cette guerre. L'Ukraine a été surprise, même si elle a été pendant longtemps avertie. Et je pense que c'est le moment pour eux de prendre une décision qui soit les rallie définitivement à la Russie ou les rallie à l'OTAN, même s'ils le disent, et
décide de leur disparition parce que Poutine ne va pas se laisser faire. En attendant justement cette décision, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission sur ce plateau. Merci à nos invités qui ont répondu à notre invitation. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.